Chers élèves de la classe 46, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Nous allons nous retrouver 2 fois par semaine, le temps du confinement en tout cas, pour aborder les thèmes et les chapitres du cours d'histoire, de géographie et éventuellement d'éducation morale et civique. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder le chapitre 4 dans votre manuel qui parle de l'Europe et la révolution industrielle au XIXe siècle. Avant de poursuivre, je voudrais juste préciser 4 éléments sur la manière dont nous allons maintenant procéder. Vous allez avoir, comme d'habitude, un cours. Ce cours, au lieu de le dispenser dans la classe, je vais vous le dispenser par vidéo. Vous aurez également à réaliser des activités, des exercices, des études de cas. Ces études de cas, je ne les prendrai pas comme avant dans des sources variées et je les retravailler moi-même. Je les prendrai exclusivement dans le manuel, de façon à ce que vous n'ayez pas à imprimer des documents supplémentaires et que vous ayez tous accès de la même manière aux exercices à faire. Donc ça, ce sont les activités. Troisièmement, vous aurez des traces écrites, là encore comme d'habitude. Vous les trouverez soit sous la forme d'écran dans cette vidéo. À ce moment-là, vous posez, vous mettez sur pause, vous recopiez, vous réactivez la vidéo pour continuer le cours. Ou si vous avez du mal à écrire, si vous n'avez pas le temps, si vous préférez imprimer, je les mettrai également dans le cahier de texte. Enfin, le 4e élément, c'est le vocabulaire du cours. Là encore, rien de nouveau. Vous savez que vous avez un certain nombre de mots à maîtriser, à savoir utiliser et déjà à définir. Vous aurez donc une liste de vocabulaire à compléter. Moi-même, je vous indique des définitions que vous ne trouverez pas dans le manuel. Toutes celles qui sont à compléter, vous les trouverez dans le manuel. Voilà, j'espère que cette explication est claire pour vous. Et nous allons passer maintenant donc à ce chapitre 4 sur l'Europe et la révolution industrielle. En introduction tout d'abord. À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe a été le fruit d'une transformation absolument incroyable qui l'a fait passer d'un ancien monde à un nouveau monde. On a appelé cette transformation la révolution industrielle. Révolution, c'est une rupture. Ça doit vous évoquer la Révolution française, qui est le dernier chapitre d'histoire que nous avons étudié. Dans cette rupture, il y a vraiment l'idée d'un passage brutal d'un État à un autre. Et c'est exactement ce qui va se passer, comme nous allons le voir. Mais cette révolution, elle est qualifiée d'industrielle. C'est-à-dire qu'à la différence de la Révolution française, qui est partie d'un immense mécontentement à la fois politique, social, économique, fondé en partie sur les nouvelles idées des Lumières, ici, dans la révolution industrielle, ce sont des innovations techniques qui vont engendrer des bouleversements qui vont affecter tous les secteurs de la société. Donc, une révolution avec une rupture, mais industrielle, c'est-à-dire fondée sur des innovations techniques ou technologiques, avec de nouvelles machines, une nouvelle façon de les actionner, et progressivement, le remplacement de l'homme par la machine, de la force humaine par celle de la force mécanique. Alors, comme toujours dans une introduction, nous allons définir les termes importants. C'est pourquoi je vous propose maintenant de lire ensemble la définition de la révolution industrielle. Ensuite, nous annoncerons le plan du chapitre, un peu comme si vous faisiez un développement construit dans lequel vous définissez les mots importants et vous annoncez ce dont vous allez parler dans votre développement. La révolution industrielle, c'est l'augmentation brusque et rapide de la production de biens matériels, par exemple du tissu, grâce à des innovations technologiques liées notamment à la machine à vapeur. L'industrialisation de l'Europe est fondée sur une transformation des moyens de production, de la manière dont sont fabriqués les biens matériels. En Europe, on va passer de l'atelier à l'usine, d'une production manuelle et limitée, artisanale, à une production en grande quantité qui repose sur la force des machines, mais demande une main-d'œuvre importante. L'objet de ce chapitre, ça va être de connaître quelles transformations économiques, sociales et culturelles a connu l'Europe au XIXe siècle. Alors, je vous propose une première trace écrite avec l'introduction, le titre du chapitre, les pages du manuel, etc. Vous pouvez soit mettre votre vidéo sur pause et le recopier dès à présent dans votre cahier, soit continuer la vidéo, revenir un peu plus tard pour le recopier, soit l'imprimer si vous préférez à partir d'un fichier que je mettrai sur École Directe dans le cahier de texte.
Alors, cette introduction rappelle donc au XIXe siècle les progrès techniques et l'industrialisation sans précédent qu'ils engendrent en Europe. Cette révolution industrielle s'accompagne de grands bouleversements. Quels sont-ils? C'est donc l'annonce du plan. Le plan du cours, nous allons voir dans un premier temps les bouleversements économiques. Une deuxième partie sera consacrée aux bouleversements sociaux. Et enfin, nous terminerons avec les bouleversements culturels qui ont traversé l'Europe au XIXe siècle. Nous commençons aujourd'hui avec le grand 1, les bouleversements économiques. Plusieurs pays d'Europe s'industrialisent au cours d'un long procédé qui va prendre plus d'un siècle. Tout commence en Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle dans le secteur du textile. Une innovation technique en 1765 va améliorer le fonctionnement des métiers à tisser qui vont produire des tissus plus larges et produire plus rapidement. En Angleterre, puis en Europe, la fabrication, la production du textile passe de l'atelier de l'artisan à l'usine. C'est la naissance de l'industrie textile, une des industries majeures de la révolution industrielle. Vous voyez sur les images l'atelier d'un artisan finalement où la production textile n'a guère changé en Europe depuis le Moyen-Âge. Et à droite, une usine textile où les moyens de production sont en nombre important. Il y a des dizaines de métiers à tisser. Ils sont regroupés dans un même lieu, une usine, et non plus éparpillés chez différents artisans. Et chaque ouvrière derrière son métier à tisser mécanique produit beaucoup plus de tissus que l'artisan d'autrefois. La deuxième innovation technique qui engendre la révolution industrielle sera encore plus décisive. C'est la machine à vapeur. La machine à vapeur n'est pas une invention de la révolution industrielle. Elle existait déjà au XVIIIe siècle. Je vous en donne un exemple sur ce tableau qui représente des mines en Cornouailles, c'est-à-dire à la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Ces mines produisaient de l'étain et du cuivre et il y avait une machine à vapeur que vous voyez ici au deuxième plan avec une cheminée qui dégage une fumée noire. Cette machine à vapeur servait à extraire l'eau qui était dans les galeries de façon à ce que les mineurs puissent travailler. L'inconvénient de cette machine, c'est qu'elle consommait énormément de charbon et n'était pas suffisamment puissante pour être vraiment rentable. Autrement dit, ça coûtait beaucoup d'argent de mettre du charbon dedans et finalement, elle n'avait pas beaucoup de puissance. Et c'est là qu'arrive un ingénieur écossais qui était passionné d'objets scientifiques qui s'appelait James Watt. À la fin des années 1760, on demande à James Watt de réparer la maquette d'une machine à vapeur. Et en l'étudiant, il réalise qu'il peut l'améliorer en additionnant un certain nombre de détails techniques pour rendre cette machine à vapeur beaucoup plus efficace avec la même quantité de combustible. Et c'est ainsi qu'en 1769, il dépose le brevet de sa machine à vapeur améliorée qui va donner son essor à la révolution industrielle commencée quelques années auparavant dans le textile. Alors, la machine de James Watt, telle que vous la voyez ici, conservée dans une école d'ingénieurs en Espagne, est une machine imposante. Elle va faire tourner des machines imposantes elles aussi dans les mines et dans les usines. Alors, comment ça marche une machine à vapeur? En fait, c'est assez simple, surtout si vous avez déjà fait bouillir de l'eau dans une casserole dans votre cuisine, une casserole avec un couvercle. Alors, vous avez vu grosso modo la force de la vapeur se mettre en place lorsque le couvercle commence à se déplacer. Alors, dans une machine à vapeur, vous remplissez la chaudière d'un combustible, c'est-à-dire un matériau qui va brûler. Pendant la révolution industrielle, ce sera du charbon. Ce combustible va chauffer l'eau qui est juste au-dessus et à 100 degrés, cette eau se transforme en gaz, la vapeur. Comme tous les gaz, elle va prendre plus de place, chercher à s'échapper et de la même façon qu'elle soulevait le couvercle de la casserole, ici, elle va actionner un piston qui va monter et descendre et c'est l'une des innovations de Watt. Ce piston va monter et descendre beaucoup plus rapidement qu'avant. Et la roue que vous voyez à droite du schéma va donc tourner également plus rapidement. Vous voyez que cette roue est équipée d'une courroie de transmission et c'est cette courroie de transmission qui va transmettre le mouvement de la roue au moteur des machines qui se situent à côté, par exemple des métiers à tisser. Donc les métiers à tisser vont tourner beaucoup plus vite et fabriquer du tissu beaucoup plus vite. Alors ce principe d'action des moteurs va être appliqué à tout un tas d'industries qui vont pouvoir se développer grâce à l'énergie mécanique
produite par la machine à vapeur. Cette machine à vapeur, elle va actionner d'autres grosses machines, comme vous le voyez sur cette image, des métiers à tisser, mais aussi des marteaux-pilons, des bateaux à vapeur et des locomotives, puisque grâce à la machine à vapeur va naître le chemin de fer au XIXe siècle qui va révolutionner les transports à travers l'Europe puis l'Amérique. Ces machines à vapeur, pour qu'elles fonctionnent, on a vu, il faut du combustible. Au XIXe siècle, ce sera le charbon qui va devenir une espèce d'or noir de la révolution industrielle parce qu'il en faudra énormément pour alimenter toutes les machines qui vont se développer dans les différentes industries. Alors le charbon, qu'est-ce que c'est? C'est un minerai que l'on trouve dans le sol. Je vous montre rapidement le schéma d'une mine de charbon. Parfois, le charbon affleure, c'est-à-dire qu'il est pas loin de la surface, auquel cas il est assez facile de le récolter. Malheureusement pour les mineurs, la plupart du temps, le charbon se trouve enfoui profondément à l'intérieur du sol et à ce moment-là, il est nécessaire de construire une mine importante. Vous voyez en vertical le puits qui est surmonté au-dessus du toit par une espèce de petite construction qu'on appelle un chevalement. Dans ce puits descendent chaque jour les mineurs et des chevaux. Les mineurs vont travailler dans les galeries horizontales, vous en avez 3 sur le schéma, de façon à récolter le charbon qui sera mis ensuite sur des wagonnets et ces wagonnets seront remontés vers la surface, tirés par des chevaux ou parfois aussi poussés par des hommes, des femmes et des enfants. C'est un travail absolument épuisant. On reviendra plus tard sur la vie des mineurs qui constitue une catégorie d'ouvriers très importante au XIXe siècle. Je vous précise d'ailleurs que vous voyez sur la droite la roue d'une machine à vapeur dans le bâtiment de droite. Vous avez au-dessus du toit une cheminée dont s'échappe la fumée de la machine à vapeur et cette machine à vapeur, elle fait tourner les câbles dans le chevalement qui permettent à la plateforme de descendre et remonter dans les puits. C'est comme une espèce d'ascenseur si vous voulez. Alors, ces mines de charbon, elles vont se ressembler un petit peu partout en Europe, en Angleterre, en France, en Silésie, en Allemagne. Les bassins houillers, les bassins de charbon, qu'on appelle aussi la houille, vont être à l'origine du développement d'industries tout autour et même du développement du chemin de fer puisque le chemin de fer a été utilisé au départ pour transporter les wagonnets contenant du charbon vers les usines qui s'étaient installées autour puisqu'elles avaient besoin du charbon pour faire tourner les machines à vapeur qui elles-mêmes actionnaient les moteurs des machines qui fabriquaient les biens matériels dans les usines. Vous voyez ici sur les images de mines, soit à Montceau-les-Mines, soit à Saint-Étienne, que ces mines sont bien construites sur le même modèle. Vous voyez des chevalements présents, les cheminées des machines à vapeur également présentes sur les mines. Et puis au premier plan de la photo en bas, à Saint-Étienne, vous voyez les wagonnets sur des rails de chemin de fer qui vont se remplir de charbon et partir vers les usines tout autour de la mine. Alors, pour récapituler un peu cette industrialisation de l'Europe, je vous propose cette carte qui montre bien que machine à vapeur plus charbon, ça va donner une industrialisation qui va se répandre petit à petit dans toute l'Europe. Le berceau de cette révolution industrielle, comme on l'a vu, commence au Royaume-Uni, à la fois par l'amélioration des métiers à tisser et l'amélioration de la machine à vapeur. Puis, tout au long du XIXe siècle, cette industrialisation va traverser la Manche, la mer du Nord et se répandre en Europe. En 1850, vous voyez les pays en orange, ce sont les pays qui sont déjà industrialisés. La France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne. Pour l'Italie, il faudra attendre 1900 et en 1900, un certain nombre de pays n'ont toujours pas entamé leur révolution industrielle. C'est le cas de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Empire austro-hongrois, de la Russie, du Danemark et de la Suède. Je voudrais, à l'occasion de cette carte, faire une petite remarque sur une expression que vous avez peut-être entendue quand on parle de la première et de la deuxième révolution industrielle. En fait, c'est bien fondé sur le temps, c'est-à-dire que l'une va précéder l'autre, mais c'est surtout lié aux énergies qu'elles utilisent.
Lorsque la révolution industrielle utilise le charbon pour développer l'industrie minière, l'industrie textile, l'industrie métallurgique, on parle de la première révolution industrielle. Puis, vers la fin du 19e siècle, de nouvelles sources d'énergie vont faire leur apparition. Ce seront le pétrole et l'électricité. À partir de ces sources d'énergie vont se développer l'industrie chimique, et notamment des engrais pour l'agriculture, les industries électriques et automobiles. Cette révolution industrielle fondée sur le pétrole et l'électricité à la fin du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain cours aura lieu demain. Vous avez 2 cours le lundi, comme vous le savez. Là, j'ai choisi de vous présenter ce premier cours relativement limité dans le temps et je vous donne un travail à effectuer pour demain sur le temps qu'il reste de cours. Je voudrais que vous lisiez les pages 88 et 89 et que vous répondiez sur vos cahiers aux questions 1 à 4. C'est une étude de cas sur le Creusot, une ville minière justement. De plus, je voudrais que vous complétiez le vocabulaire du cours. Vous savez qu'il y a toujours un lexique de vocabulaire utile et que vous devez maîtriser dans le chapitre. Je vous les donne dans les images qui vont suivre. Je voudrais que vous complétiez les définitions seulement jusqu'à marteau, pilon, inclus. Alors, j'en ai complété moi-même un certain nombre qui ne se trouvaient pas dans le manuel, donc je vous demanderai de recopier la définition de la première révolution industrielle, de la deuxième révolution industrielle, ainsi que les définitions de l'industrialisation, qu'est-ce que le charbon et le fer et qu'est-ce que l'acier. De votre côté dans le manuel, je vous remercie de compléter les définitions suivantes. La révolution industrielle, l'industrie métallurgique et l'industrie sidérurgique, qu'est-ce qu'un pays noir, un marteau-pilon, et vous vous arrêtez là pour aujourd'hui. Voilà, ce cours est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie de votre attention. Vous savez que nous avons 2 cours le lundi. C'est la raison pour laquelle, même si cette vidéo a duré environ 20 minutes, vous avez le temps de faire sur les heures de cours le travail que je vous ai demandé pour demain, répondre aux questions et compléter le vocabulaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à utiliser les commentaires ou à m'envoyer un mail via École Directe. En tout cas, d'ici à demain après-midi, la vidéo, je pense, du nouveau cours sera en ligne vers entre midi et 15h. Donc d'ici là, portez-vous bien, travaillez bien et passez une bonne fin de journée. Au revoir.